Samedi 21 mars 2020, sixième jour de confinement en France. Depuis quelques jours, les médias me sollicitent pour rassurer les gens, pour calmer la population face à cette épreuve inédite de crise sanitaire et de confinement. La récente réédition de mon livre sur la peur a vraisemblablement attiré l'attention des journalistes. Ces coups de projo sur mon travail sont médiatiquement appréciables et elles ont le mérite de m'occuper un peu, très peu en fait. Le temps se dilate et il nous faut exploiter cette ressource précieuse, le temps. Dans la bouche des gens et des journalistes, j'entends souvent que la vie s'est arrêtée. Ce déprimant leurre masque le fait qu'elle s'est juste ralentie. Avant cette crise, on se plaignait qu'on n'avait pas le temps, qu'on manquait de temps pour faire des choses importantes. Et le serpent se mordait la queue dans la mesure où il lui fallut prendre du temps qu'on prétendait ne pas avoir pour se demander comment occuper au mieux son temps et enfin respecter des priorités qui seraient en cohérence avec nos valeurs profondes. Dans son allocution historique, que certains nostalgiques du gaullisme nomment déjà l'appel du 16 mars, notre président de la République nous a invités à retrouver aussi le sens de l'essentiel. Je doute que nos dirigeants aient ce courage et cette sagesse d'orienter toutes les ressources de l'État vers l'essentiel. Mais mine de rien, sous la menace d'enjeux vitaux, sous la pression de cette crise, on s'en approche pourtant. Mais après la crise, reprendrons-nous la course effrénée vers cet idéal matérialiste qui manipule nos esprits affaiblis, distraits par l'inessentiel qui est au cœur du projet capitaliste ? Brutalement et massivement, beaucoup de nos distractions ont disparu. Il en reste quelques-unes qui vont nous tenir occupés quelque temps. Mais cette richesse temporelle qui nous tombe comme ça sur le coin de la gueule, qu'est-ce qu'on va en faire ? Face au vide, à l'ennui. Soit on le subit effectivement et du coup on le subit dans la douleur, soit on devient acteur de cette expérience. C'est pas une chose facile, il faut être un petit peu philosophe et c'est cette invitation qui nous est faite de vivre une autre expérience et d'essayer d'en tirer parti. Je pense que nous sommes tous invités à voir dans les innombrables frustrations de ce ralentissement une opportunité de sortir enfin de la folie d'une vie qui va trop vite. Cette crise, elle est bien plus que sanitaire, elle est sociétale. Et il nous appartient de trouver comment faire de cette épreuve sociétale une opportunité et tirer parti d'une trop évidente adversité. Voilà un énorme challenge que certains relèvent de temps en temps au fil des événements qui sont hélas souvent des chocs de vie, tels qu'un cancer, un licenciement, un divorce. Mais aujourd'hui, à une échelle mondiale, nous sommes tous invités, non pas à retrouver le sens de l'essentiel comme dit Macron, mais à le trouver, à le chercher et à le découvrir, tant notre modèle de société depuis longtemps nous en a éloignés. Qu'est-ce que je fous là ? Question existentielle par excellence. C'est un titre aussi que j'avais proposé à mon éditeur. Dans un premier temps, il a été emballé par le côté provoque de la question. Et puis Jouvence, finalement, s'était un peu dégonflé et le livre est sorti sous le titre « Ma quête de sens ». Et même si pour moi, la ligne directrice est clairement identifiée depuis longtemps et alignée sur la hiérarchie de mes valeurs, je dois régulièrement en actualiser les modalités en fonction des circonstances. Comme nous tous, je suis très contrarié par ce monumental contretemps qu'est le confinement. Je dois reporter un voyage, par exemple, qui me semble important, et le tournage d'un film qui me tient très à cœur. Et nous devons tous renoncer à des choses qui nous semblent importantes. Mais dans une quête authentique de cohérence, nous devons vérifier la véracité de l'importance que nous accordons à ce qui remplit cet espace-temps que nous appelons nos vies. C'est quoi, au juste, une crise ? Nous en avons souvent une vision statique, à savoir celle d'un événement dérangeant auquel on doit faire face pour en faire disparaître au plus vite les manifestations. Symptômes dérangeants, éradication des symptômes. J'ai mal au dos, je prends un antalgique. Affaire réglée ? Ponctuellement, oui, parfois. Parce que la chimie est puissante et assez efficace pour mettre la poussière sous le tapis. Quant à la recherche des causes profondes des problèmes pour éviter qu'ils se reproduisent, là on se montre souvent moins curieux. Et la France a déclaré la guerre à un virus. Et nous voilà en état de siège. Mais on peut aussi avoir une vision non pas statique, mais dynamique d'une crise.
ce qui revient à considérer une crise non pas comme un événement, mais comme un processus. Alors avec un tant soit peu de curiosité, on peut observer des signes avant-coureurs et des étapes de dégradation lente d'une situation. Paradoxalement, nos capacités d'adaptation nous permettent hélas de supporter l'insupportable. Alors on traîne, on tarde à réagir, on procrastine dans un inconfort relatif. Il est vrai que résoudre les problèmes à leur source mobiliserait une énergie non négligeable, mais on préfère l'investir ailleurs, cette énergie, privilégiant les plaisirs éphémères à un développement durable de soi et du monde. Et c'est un très mauvais calcul parce que cette énergie, non négligeable certes, elle est infime en comparaison de celle qu'on doit dépenser plus tard quand la situation s'est aggravée. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Désinfecter une plaie est un geste simple et peu coûteux. En revanche, soigner une gangrène, c'est difficile et parfois impossible. On peut y laisser un membre, ou bien la vie. Alors quid des causes profondes de cette crise épidémique qui nous impose d'être confinés? Si comme je le pense, ce virus n'est que la partie émergée d'un iceberg, alors qu'est-ce qu'il y a en dessous de sa partie visible? Je trouve très intéressant que l'épidémie soit partie de la Chine. Ce pays est le plus peuplé du monde. Les Chinois ont été confrontés relativement tôt à la question du surpeuplement. L'Occident a été très choqué par la politique de l'enfant unique, conduite par un gouvernement totalitaire. Pour autant, que serait devenu le monde si depuis le XXe siècle, les couples chinois avaient continué à faire 2, 3, 4 enfants ou plus? La surpopulation engendre une plus grande pression sur les écosystèmes et précipite leur destruction. La totalité des sociétés qui ont connu un effondrement ont un point commun, la destruction des écosystèmes. Jared Diamond est un chercheur américain qui a étudié à l'échelle de plusieurs millénaires les civilisations qui ont connu un effondrement. Il est un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie. L'île de Pâques est un exemple intéressant d'effondrement parce que c'est un espace très réduit en surface qui nous permet facilement de comprendre que l'isolement et la finitude des ressources nécessitent qu'on les exploite dans le respect de leur cycle de renouvellement. Or, la rivalité ostentatoire des clans les a poussés à impressionner, à dominer leurs rivaux, en construisant des moailles de plus en plus grands, de plus en plus hauts. Pour cela, il fallait surexploiter les forêts primaires pour organiser la taille des statues géantes. Et ce, jusqu'à ce que l'île devienne un désert stérile, engendrant famine, cannibalisme, puis extinction. Pour ce qui est de la société inca, l'essor de cette civilisation s'est traduit par une forte concentration urbaine. Il fallait évidemment nourrir cette population croissante. Les ressources naturelles auraient été suffisantes si on les avait exploitées en respectant les cycles naturels de renouvellement, mais là encore ce ne fut pas le cas. D'autant plus que la promiscuité, la concentration démographique augmente la prolifération et la transmission de germes pathogènes et affecte la santé des populations fortement urbanisées. Alors quelques milliers de personnes sur une île, quelques millions de personnes sur un espace continental, on comprend l'augmentation de la pollution, la raréfaction de l'eau potable et des aliments qu'on peut produire sur une surface restreinte. Mais qu'en est-il d'une surface planétaire ? Tout étant relatif, on a longtemps pensé que la Terre était immense et ses ressources inépuisables. C'est un postulat implicite du capitalisme qui ignore que tout capital résulte de l'exploitation d'un capital unique et fondamental, les ressources que la nature met à notre disposition. La nature est régie par des lois que des égos d'êtres humains immatures ont à cœur de défier. L'apprenti sorcier, je trouve que c'est une métaphore très pertinente pour décrire le scientisme au service du capitalisme. Tout parent responsable ne laisserait jamais un enfant de 4 ans tout seul jouer avec des allumettes. Mais à contrario de l'apprenti sorcier incarné par Mickey dans Fantasia, l'humanité adolescente n'a pas de tuteur compétent et bienveillant pour encadrer notre expérience de la vie, pour corriger nos erreurs. Ainsi, nous expérimentons le monde avec une puissance que nous ne maîtrisons pas. On joue avec le feu, pas seulement avec le nucléaire, pas seulement avec le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité,
Récemment, dans un cimetière norvégien, des scientifiques ont déterré des cadavres de personnes mortes de la grippe espagnole il y a un siècle. Des chercheurs ont réussi à reconstituer le virus qui a retrouvé ses capacités d'infection en contaminant une population animale test. On joue avec le feu là ou pas ? Dans des laboratoires, on invente et on manipule des virus, parfois pour anticiper des infections et trouver des vaccins, certes, et puis parfois aussi pour préparer des armes bactériologiques ou chimiques. On fait pareil avec le nucléaire, vous me direz. Allez, tiens, je vous propose une expérience. Alors, prenez un globe terrestre, faites-le tourner sur son axe, fermez les yeux et mettez votre doigt n'importe où. Quelle est la probabilité pour que votre doigt tombe sur la ville de Wuhan, en Chine? Bon, il est clair que si je pose mon doigt de haut en bas, je vais tomber sur l'hémisphère nord et inversement. Mais bon, ne chinoisons pas. C'est pas un peu raciste comme expression, ça? Enfin, bon, alors je précise que la ville de Wuhan a une superficie de 1528 km². Sachant que notre globe terrestre comporte 510 millions de km², quelle est la probabilité pour que votre doigt tombe sur la ville de Wuhan, en Chine? Bon, vous avez peut-être mieux à faire que de faire ce calcul. Non? C'est long, les journées enfermées chez soi? Bon, écoutez, moi j'ai fait le calcul, vous vérifierez si vous avez envie. Vous avez une chance sur 3 millions que votre doigt tombe sur la ville de Wuhan. Alors peut-être un petit peu plus en fait si vous avez un gros doigt. Enfin bref. Pourquoi cette petite expérience et ce dérisoire cours de mathématiques? Eh bien parce que là où vous n'avez pas mis le doigt, eh bien il y a une concomitance, pour tout dire une coïncidence qui moi me sidère. C'est dans cette ville de Wuhan qu'a démarré l'épidémie de coronavirus, ça vous le savez. Mais ce que vous ignorez probablement parce que les médias de masse n'en parlent pas du tout, c'est que dans cette même ville de Wuhan que se situe un laboratoire P4, à savoir un bunker bactériologique où des scientifiques manipulent les virus les plus dangereux du monde. Alors je veux bien pousser l'honnêteté intellectuelle à préciser qu'il existe une trentaine de labos P4 dans le monde, mais vous m'accorderez que 30 chances sur 3 millions, ça fait pas beaucoup, à savoir une chance sur 100 000 de mettre votre doigt là. Le laboratoire P4 de Wuhan a été conçu par des experts français. Il a été inauguré par le Premier ministre Bernard Cazeneuve le 23 février 2017. Ville ouverte à la science et à la technologie. J'ai visité ce matin le premier laboratoire de haute sécurité biologique en Asie, de classe P4, dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée, vous le savez, à des sociétés françaises. À ce jour, qui est en mesure d'estimer avec lucidité le degré de maîtrise qu'on a des risques biologiques? Je l'ignore. Il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se revendique des gilets jaunes, il décortique le travail d'une équipe qui souhaite garder l'anonymat. Lui témoigne à visage découvert. L'heure est grave. Son propos est documenté. Il s'appuie principalement sur le contenu d'un brevet déposé par l'Institut Pasteur. Les propos de cet homme sont suffisamment caricaturaux pour que les rares médias qui s'y sont intéressés relèguent cette affaire dans la poubelle bien pratique du complotisme, ce qui discrédite la totalité du propos, au sein duquel il fait référence au labo P4 de Wuhan. J'ignore s'il y a complot. La thèse d'un laboratoire qui créerait un virus et son antidote afin de se faire un maximum de pognon, je n'y crois pas trop. En revanche, dans l'article du Monde qui publie le démenti de l'Institut Pasteur,
Dans cet article, il n'y a pas la moindre information sur la présence, sur l'existence d'un laboratoire P4 à Wuhan. Je trouve pas ça très professionnel, pas très déontologique de la part des journalistes du Monde. A contrario du propos vraisemblablement conspirationniste tenu dans cette vidéo sur Facebook, est-ce délirant d'imaginer qu'une défaillance dans le labo P4 de Wuhan ait pu laisser échapper une chauve-souris infectée par le coronavirus? Est-ce absurde de formuler l'hypothèse qu'un membre du personnel, un chercheur du labo, a été infecté et qu'il a transmis ce virus à Wuhan, où nous savons que l'épidémie a commencé? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Est-il pertinent de mener l'enquête? À ma connaissance, rien n'a été fait à ce jour. Mes recherches m'ont laissé penser qu'un article avait vraisemblablement été publié par Mediapart, mais la page a disparu du site. J'ai écrit pour demander pourquoi et on ne m'a pas répondu. Je trouve détestable de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais j'affirme que des épidémies comme celle que nous connaissons aujourd'hui, il y en aura d'autres prochainement. Par-delà les manipulations imprudentes des apprentis sorciers, il y a d'autres phénomènes graves comme le réchauffement climatique qui participent à libérer dans l'atmosphère des virus enfouis depuis longtemps dans le permafrost. À proximité des pôles, les quelques mètres de profondeur de sol gelé, ils fondent. Et ils ne libèrent pas seulement de grandes quantités de gaz à effet de serre, tels que le méthane, 25 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Et si vous avez bien compris le processus, en fait le réchauffement climatique libère de puissants gaz à effet de serre, qui augmentent le réchauffement climatique, qui libère encore plus de gaz puissants à effet de serre, etc. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Mais la fonte du permafrost libère aussi des agents pathogènes congelés depuis longtemps. À titre d'exemple, en 1941, dans le nord de l'Union soviétique, une épidémie d'anthrax a sévi et a touché la population humaine. Elle s'est répandue dans le pays parce qu'elle était véhiculée par des troupeaux de rennes. Alors l'armée soviétique a été dépêchée en masse pour abattre de nombreux troupeaux, ce qui a effectivement mis fin à l'épidémie. Les milliers de cadavres ont été laissés sur place. Ils ont rapidement congelé et ont été incorporés au fil du temps dans le permafrost. Puis à cause du réchauffement climatique, en 2016, les températures ont atteint des niveaux records, ce qui a fait fondre le permafrost et les carcasses abandonnées là 75 ans plus tôt. Et pour mettre à nouveau fin à l'épidémie, l'armée russe a dû 7 fois brûler les charniers contaminés. Les agents infectieux, c'est coriace. Les bactéries et les virus peuvent reprendre vie après des siècles, voire des millénaires de congélation. J'ai des tas de trucs à vous raconter, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai évoqué en début de vidéo, depuis quelques jours, je suis sollicité par les médias pour rassurer les gens. J'accepte de le faire, et il m'arrive de douter de la pertinence de ce choix. Ça ne me déplaît pas tant que les gens aient peur. Cette émotion est effectivement souvent mauvaise conseillère, mais pas toujours. La question pédagogique, psychologique et stratégique, c'est de savoir comment mettre de la conscience sur un danger réel et rester suffisamment calme pour mettre en œuvre nos intelligences et trouver des solutions à nos problèmes. En faisant face, certes, à l'urgence des symptômes, mais surtout en cherchant les causes profondes afin d'y remédier. Changeons le système, pas le corona. Changeons le système, pas le climat.